Téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci d'être encore présents pour suivre nos émissions sur la télévision qui vous est toujours fidèle. Au micro, c'est Don Kayembe qui reçoit aujourd'hui Antoine Kapila. Ce dernier est correspondant, ou pour mieux dire, c'est lui qui est responsable de cette même chaîne de télévision au niveau du Canada. Aujourd'hui, il visite New York City et nous allons parler un peu de la politique. Donc, le thème du jour d'aujourd'hui, c'est la contribution de la diaspora au développement de sa terre natale ou la terre d'origine. Puisque quand on parle de la diaspora, c'est-à-dire un peuple qui avait une terre d'origine s'est déplacé. Aujourd'hui, nous voulons un peu en profondeur pour savoir quel rôle le diaspora peut jouer pour le développement de son pays ou de sa terre natale. Bonjour, Monsieur Kapila. Bonjour, Monsieur Don Kayembe. Nous sommes content de vous trouver parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très fiers du déplacement que vous avez fait du Canada et comment se porte la voix de la démocratie congolaise au Canada. Avant toute chose, je voulais dire merci de m'avoir reçu dans les studios de la voix de la démocratie congolaise à New York. Allant tout droit à votre question, je dirais que la voix de la démocratie congolaise se porte merveilleusement bien au Canada. Et alors, est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui vous suivent qui vous êtes? Dans les simples mots, pour éviter trop de titres, je m'appelle Antoine Kapila Kalala. Je suis d'origine congolaise. Je vis au Canada depuis quelques années avec ma famille. Je travaille au Canada. En dehors de mon travail, je suis membre de la Voix de la démocratie congolaise. Ok, alors la Voix de la démocratie congolaise s'enracine partout au monde. Alors aujourd'hui, nous parlons de la contribution de la diaspora au développement de leur terre d'origine, M. Kapila Kalala. Nous avons constaté que le monde entier est un peu dispersé, donc les peuples se mélangent, se déplacent. Et l'Afrique en a fait beaucoup. Beaucoup de gens se sont déplacés de l'Afrique pour conquérir le monde. Et quand on parle de l'Afrique, on pense au Congo également. Et nous voyons que les Congolais sont très heureux à travers le monde. Quel rôle ce groupe de gens peut jouer dans le développement du pays? Je dirais que en tant que peuple, qu'on soit de la diaspora, qu'on soit ceux qui sont au pays, on a toujours un rôle à jouer dans le développement de son pays. Le rôle peut se situer à plusieurs niveaux dans différents cadres. Mais moi, je dirais beaucoup plus en ce qui me concerne en tant que membre de la diaspora. Je crois que le rôle que la diaspora peut jouer, parce que de la diaspora qu'on veut parler, je crois que la diaspora a un très grand rôle à jouer. Bien sûr, il le joue déjà. Mettons beaucoup plus dans le cadre du Congo, la diaspora joue déjà un rôle assez important, en ce sens que la diaspora contribue à beaucoup sur le plan financier en ce qui concerne d'ailleurs les pays africains. Quand on regarde les rapports, c'est bien défini que l'aide extérieure dans les pays africains, comparativement à l'aide que la diaspora africaine envoie en Afrique, l'aide de la diaspora est beaucoup plus grande que l'aide au développement que les pays occidentaux envoient en Afrique. Ça veut dire déjà que la diaspora contribue à un certain niveau. Mais la seule chose, je crois que la diaspora, moi je trouve que devrait changer sa manière de contribuer au développement de l'Afrique. Parce que souvent, on envoie des espèces sonnantes, donc en monnaie, à des familles pour des problèmes spontanés. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, j'aurais voulu que la diaspora puisse regarder les choses autrement. Au lieu d'essayer d'aider les gens avec de l'argent pour résoudre des problèmes particuliers à des moments bien précis, la diaspora pouvait investir en Afrique pour contribuer au développement de façon beaucoup plus, de façon à ce que le développement soit beaucoup plus durable, en ce sens que on peut intervenir sur base des projets de développement. Ça peut être l'agriculture, ça peut être des petites entreprises, des PME comme on dirait. On en a les capacités. C'est question qu'on essaye un peu de regarder, d'étudier, de faire l'étude du milieu. On peut avoir une idée dans quel domaine chacun ou chaque groupe d'individus peuvent investir dans nos pays d'origine. Et de cette façon-là,
on va au moins arrêter un certain cycle qu'on donne aux gens, juste leur envoyer de l'argent pour un besoin immédiat, mais néanmoins en créant des emplois. Ces emplois vont donner de l'argent à qui on veut donner de l'argent. En même temps, ça va être une contribution dans le développement de nos pays respectifs. Tout à fait. Nous disons que chacun de nous doit contribuer à sa manière. On le fait déjà puisque c'était d'une manière disparate et on ne sent pas ça. Mais quand on met l'ensemble de l'argent qui part là-bas, on sent que ça peut faire la différence. Et quand nous parlons du développement du Congo, nous voyons ici, encore une fois, comme l'avons discuté dans d'autres émissions, les phénomènes combattants. Ils disent... Pas question d'aller au pays, pas question d'aider le gouvernement ou aider la plupart des gens qui sont au pays d'une manière durable jusqu'à ce que le système gouvernemental doit changer. Quelle est votre lecture de fait? Je crois que dire aux gens de ne pas investir au pays jusqu'à ce que le système gouvernemental va changer, personnellement, je n'adhère pas à ce point de vue. Malheureusement pour ceux qui ont choisi cette voie-là. Le pays, c'est mon pays. Le pays, c'est notre pays. Alors, dire aux gens de ne pas investir dans leur pays, de ne pas aider leur pays à avancer, c'est comme qui dirait « j'ai des enfants et qu'il y a un problème, je ne peux pas donner à manger à mes enfants. » Je pense que c'est inacceptable. Je crois qu'ici, on doit essayer de faire la part de choses. Il y a une situation politique, il y a une situation sociale. Et dans les deux choses, il y a ce que moi, j'appelle toujours l'amour de la patrie, qui est au-dessus de ces deux événements, cet événement politique et cet événement social. L'amour de la patrie, c'est comme un père de famille qui a ses enfants. Tu peux avoir des enfants intelligents, des enfants moins intelligents. Mais d'une manière ou d'une autre, les deux, ils sont tes enfants. Tu dois les aimer de la même manière. Mais les punitions que tu donneras à ces enfants peuvent être différentes. Pourquoi? Parce que un enfant peut être plus turbulent, c'est qu'il recevra plus de punitions que l'enfant moins turbulent. Mais je reviens à la case de départ, à ce que je disais tantôt. Demander aux gens de ne pas aider le Congo parce que je suis contre le régime en place. Est-ce une solution? Non. Pourquoi ce n'est pas une solution? Parce que le Congo qui n'est pas aidé aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est en train de sombrer. C'est une destruction. Donc le pays est en train de se détruire. Plus il se détruit, plus la construction sera difficile. C'est une logique aussi simple, qui se fait dans tous les domaines. Quand on regarde la situation du Congo, ça fait 52 ans que le Congo est indépendant. Ça fait 52 ans que le Congo est en train de sombrer. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi il y a 20 ans, on n'a pas demandé aux Congolais de ne pas investir au Congo, on veut le faire aujourd'hui. Y a-t-il une raison? Parce que le cycle de destruction ne s'est pas arrêté. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est du côté social. Donc, je ne trouve pas, pour quelqu'un qui aime sa patrie, pour quelqu'un qui aime son peuple, dire que non, je voudrais que mon peuple continue à mourir, si j'en ai les moyens d'aider ce peuple-là, ne fût-ce qu'à manger une fois par jour. Je crois que moi, je le ferai. Je serai de l'avis de ceux-là qui continueront à chercher à donner quelque chose au Congo pour que ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui est en train de souffrir, ça fait 52 ans, qu'il puisse trouver à manger. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse regarder de l'autre côté où il y a le combat politique. C'est deux choses différentes qu'il faut essayer de faire la part de choses. L'investissement ou le développement du Congo avec le système politique, évidemment, ça va de pair quelque part. Mais est-il qu'en termes d'investissement, je crois que, d'ailleurs, il est de notre intérêt, si on veut changer les choses, tout dépendra de notre contribution.
plus nous contribuons dans le développement de ce pays-là, il est toujours dit que la personne qui détient l'argent, la personne qui détient l'économie, détient le pouvoir. Donc il est clair que si la diaspora veut avoir le pouvoir au Congo, la diaspora doit tout mettre en œuvre pour avoir le contrôle de l'économie au Congo. C'est aussi simple que ça. Oui, très bien. Alors là, nous avançons. En avançant, nous voulons toujours parler un peu du phénomène combattant, résistant. D'aucuns parlent d'un mouvement d'éveil de l'histoire congolaise. Ils pensent que ce que les gens viennent de faire, et nous avons vu certaines capitales du monde commencent à réagir, entraînant les pieds bien entendu, mais commencent à réagir que non, les Congolais prennent leur destin en main. Qu'est-ce que vous en dites? Prendre le destin en main, je ne pense pas que cela a commencé aujourd'hui. De toutes les façons, je ne partage pas ce point de vue. Je m'excuse, je ne partage pas ce point de vue parce que pour moi, le destin du Congolais, prendre les choses en main, nous l'avons commencé avec l'UDPS depuis 1982. Même avant bien ça, je crois qu'il y a eu les 13 parlementaires quand ils s'étaient réunis, c'est parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Ce qui fait que déjà à cette époque-là, il y avait une prise de conscience. Et j'encourage les gens, s'il y a un groupe de gens aujourd'hui aussi qui s'ajoutent à ce que l'UDPS avait déjà commencé en 82, coup de chapeau, je ne peux dire que merci, qu'au moins il y a plus de gens qui commencent à comprendre ce que l'UDPS a compris déjà en 1982. Ce qui fait qu'il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose peut-être qu'on a fait beaucoup de bruit, et c'est beaucoup plus en Occident, mais la question qu'il faut se poser, l'impact de ce mouvement à l'extérieur, parce qu'on veut un changement politique au pays. Y a-t-il un changement réel au pays avec ce que nous faisons à l'extérieur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais la réponse se trouve dans les mouvements qui se font à Kinshasa. On sent de plus en plus les jeunes qui commencent aussi à prendre conscience, bien qu'ils sont étouffés par le gouvernement, mais commencent à s'exprimer aussi. On l'a vu dans les cas séparés, quand Tshisekedi est descendu de l'Europe en rentrant, on a vu comment la masse était mobilisée, la qualité des chansons qu'ils chantaient pour exprimer leur ras-le-bol, pour imiter ce que les gens de l'Occident faisaient déjà. Moi, par contre, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Je vais retourner en 1990 ou 91 à la conférence nationale. Quand Tshisekedi rentrait en Europe, je crois que les Congolais ne vont pas oublier ça. Je voulais juste peut-être parler du massacre des chrétiens avec le gouvernement. Février 92. Oui, février 92. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais par contre, je crois qu'à un moment donné, nous avons cette responsabilité maintenant en tant que diaspora, parce qu'on doit essayer de faire l'analyse de tout ce que nous avons fait dans le passé jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que ça a apporté comme fruit? De toutes les façons, quand on fait un mouvement, à un moment donné, on doit évaluer le bilan. Et c'est sur base de ce bilan-là qu'on regarde avec la personne en face de nous, qui est le pouvoir. Avec tout ce que nous avons posé comme acte jusqu'à ce jour, est-ce que nous avons réussi à amener le pouvoir du côté où nous voulons qu'il aille avec nous? Bon, si le pouvoir marche kaha pour suivre le mouvement de la diaspora, bon, on voit que quand ils viennent à l'extérieur, ils sont mal à l'aise, ça c'est de un. De deux, nous voyons maintenant le média qu'on appelle influent. Les médias influents commencent à parler du Congo, chose qui ne se faisait pas avant. Donc c'est aussi un point à mettre à l'actif de la diaspora. Par contre, moi je crois que les médias ne parlent même pas beaucoup du Congo. Ça je le dirais. On ne parle pas assez du Congo. Il y a de sérieux problèmes au Congo. Mais quand on regarde l'espace que le Congo occupe dans les médias, ça n'équivaut pas aux problèmes qui se passent au Congo, ça c'est vrai. Ça veut dire aussi que la diaspora a quelque chose à faire, beaucoup plus que ce qu'elle est en train de faire ce jour. Il n'y a pas 201. Je vais donner un exemple. Moi, c'est toujours l'exemple que j'ai trouvé l'exemple le plus frappant. Parce que nous parlons du Congo. Le Congo est en guerre aujourd'hui. La guerre du Congo, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, tout le monde commence à se mettre d'accord. Ceux qui doutaient dans le passé, je crois que tout le monde commence à se mettre d'accord aujourd'hui que la guerre est organisée par le Rwanda.
Pour une raison bien simple, c'est pour des raisons économiques. Je sais qu'on peut dire on veut annexer, on veut faire ceci. Je crois que tout ça, c'est peut-être des bobards, mais la réalité, c'est pour des raisons économiques. Ils se sont rendus compte qu'avec un Congo mal contrôlé par le pouvoir, avec un Congo où vous n'avez pas accès à toutes vos ressources, un Congo en désordre, le Rwanda en profite. Ça, c'est une chose d'ailleurs que nous devons comprendre. Plus nous sommes désorganisés, les autres, comme ils sont organisés, ils vont en profiter pour soutirer nos minéraux le plus possible qu'ils peuvent en attendant que nous soyons organisés. Ça, c'est notre responsabilité de regarder ça. C'est ça le vrai problème. Ils savent que maintenant le Rwanda est le grand exportateur du coltan. Le Rwanda exporte de l'or. Mais quand on regarde le Rwanda, moi j'ai étudié à l'Est, on n'a jamais parlé de ces minéraux-là au Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda a compris une chose, quand ils sont venus au Congo pour la première fois avec Kabila, ils sont arrivés à découvrir qu'il y avait du miel ici, qu'il y avait du lait ici. Et que la seule façon de se maintenir est qu'ils ont compris que ce pays était un pays désorganisé depuis des années. Et le fait que le pays était désorganisé, ils en ont profité et ils sont venus avec la guerre aujourd'hui. Et avec cette guerre, ils essaient de maintenir cette confusion, ils sont en train d'exploiter. Donc maintenant, c'est à la diaspora d'essayer de comprendre, c'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce que le Rwanda a fait pour être le chouchou des pays occidentaux? Mais ils ont vendu, ils ont vendu le génocide. C'est ça, en tant que justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire ils ont réussi ce que nous, on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Et je crois que le Congolais de la diaspora que nous sommes, c'est à ce point-là, en principe, qu'on devrait beaucoup travailler. C'est vendre notre pays ici en Occident. C'est vendre notre pays en Europe. C'est vendre notre pays en Amérique ici. C'est-à-dire qu'on devrait se constituer en lobby pour le Congo. Mais malheureusement, il se fait qu'on se constitue plus en lobby contre le pouvoir du Congo. Alors que je crois que la première chose, notre responsabilité, c'est notre pays. C'est notre pays à nous. Nous devons vendre ce pays-là. Nous devons nous unir pour essayer d'être un lobby fort. Parce qu'à partir du moment que nous allons influencer les politiques de ces pays, les politiques des États-Unis, les politiques du Canada, les politiques des pays européens tels que la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, si on peut influencer les politiques de ces pays-là envers le Congo, ça pourra beaucoup nous aider. Bon, alors nous avançons pour parler de l'actualité, puisque nous parlons de l'économie, nous parlons de la guerre. Donc les deux riment en ce que nous appelons la coopération internationale. La guerre à l'Est, nous avons vu le ministre congolais des Affaires étrangères au four et au moulin. Il était en Angola, il était à Kampala, il était partout. Mais la guerre semble s'enraciner au point où nous voyons actuellement le soi-disant M23 en train même de mettre un gouvernement avec un président à la tête. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que, ça c'est mon point de vue, c'est depuis des années qu'il n'y a pas d'armée au Congo. C'est tout à fait évident que le ministre fasse tous ses tours à travers les pays africains pour essayer de sauver la face du Congo. Ce n'est pas une situation qui a commencé aujourd'hui malheureusement. C'est ça le problème que nous avons. En 1978, moi j'étais à Kolwezi. La guerre de 80 jours. Pendant ce temps-là, Mobutu qu'on appelait Nkoy, Mobutu qu'on appelait, je ne sais pas moi, tous les noms, l'homme fort d'Afrique, alors qu'il ne l'était même pas. La destruction a commencé depuis bien longtemps, mais on ne l'a pas regardé. Notre armée a manqué le civisme. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Quand on regarde les phases à l'époque, ces gens-là, c'était la terreur. On se mettait dans la rue, quand on voyait un militaire, on devrait fuir. Les militaires chez nous n'étaient forts que pour les civils. Mais quand ils font à la guerre, ils n'avaient qu'une seule option, c'est la fuite. Mais quelle est la solution? Non, mais j'en viens. Je vais en arriver là. Parce qu'il faut qu'on explique un peu le problème, d'où il vient, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. En 78, comme je disais, la guerre de 80 jours, on a vu les Marocains, on a vu les Togolais, on a vu les Sénégalais, on a vu plein de nationalités au Congo. Et voilà, en 80, je crois, une année après,
Il y a eu non, c'était en 77 et puis en 78, la guerre de Colosie, la guerre de 6 jours. On a vu des Français, on a vu tout un tas d'armées. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Congo est agressé, à chaque fois qu'il y a une guerre au Congo, on sent que nous ne tirons pas une leçon de ce qui nous arrive. En principe, on devrait organiser l'armée. L'armée devrait être bien équipée, mais il se fait malheureusement que l'armée, à l'époque, les phases n'étaient pas équipées. Quand Kabila Père commençait à venir avec ses militaires Kadogo en botte, c'était des gens, des civils qu'on ramassait par-ci, par-là. Et nos militaires, à l'époque, fuyaient ces civils, qu'on remettait à peine une arme. Nos militaires fuyaient. Et c'est ces civils-là qui sont venus aujourd'hui, qui se retrouvent militaires. Pourquoi? Parce que quand ils venaient comme civils avec une arme, nos militaires, les ex-phases, qui aujourd'hui se retrouvent aussi dans des pays européens, qui aujourd'hui, d'ailleurs, militent dans le... Quelques-uns cherchent à s'incorporer dans le mouvement combattant. Pourtant, ces gens-là n'en ont même pas le droit aujourd'hui. Alors, ces civils qui sont venus, qui n'ont aucune formation militaire, qui se donnent maintenant de titres, tu arrives au Congo, c'est peut-être le seul pays que je connais où il y a autant de généraux. Et ces civils qui n'ont aucune formation militaire, qu'est-ce que vous voulez quand le pays est agressé? Vous vous attendez à quoi? Qu'ils vont gagner la guerre? Ils ne peuvent que fuir. Je crois que nous avons un sérieux problème. C'est d'essayer d'abord de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On doit donner les moyens à cette armée-là. On doit donner une formation militaire à cette armée-là. Est-ce que les moyens sont là? Je ne pense pas. La formation est là? Je ne pense pas. Est-ce que ces militaires sont éduqués civiquement? Est-ce que nos militaires comprennent que le sang du civil que nous sommes est plus précieux que le sang du militaire? C'est ça le sens de quelqu'un qui est dans l'armée. Un militaire doit comprendre que le sang du civil est plus important que le sien. Ça veut dire que le militaire est là pour mourir pour le civil. S'il est là pour mourir pour le civil, il est là pour mourir pour la nation. Mais il se fait malheureusement qu'il n'y a pas eu une éducation civique. Ça, c'est leur part. Et puis le gouvernement a sa part de choses aussi. Ces militaires-là n'ont pas à manger. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, qui est la chose la plus importante, et pour moi, que je crois que c'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui, ces gens que nous avons accueillis en 1996, quand ils venaient avec Kabila Père, c'était mélangé. Moi, je me rappelle à l'époque quand Kabila Père venait, j'étais toujours contre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la solution pour faire un changement au Congo. Les gens qu'il venait avec lui, certains sont retournés chez eux, mais certains ne sont pas rentrés. Certains ne sont pas rentrés. Ils sont restés au Congo. Quand ils sont restés au Congo, ils se sont incorporés dans l'armée. En s'incorporant dans l'armée, c'est quoi qui arrive? Vous pouvez faire vos plans. Je ne suis pas stratège militaire. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Vous dites que bon, on va attaquer par le nord. Mais à partir du moment que quelqu'un s'est infiltré dans vous depuis 1996, que vous croyez qu'il est avec vous, mais quand il sait que vous êtes en train de planifier d'aller tuer les gens comme lui, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que contourner, dire à ses amis que non, faites attention, ces gens-là, ils viennent par la gauche, bougez un peu vers la droite, comme ça vous allez les trouver, vous allez les piéger. Et je crois que c'est ça le problème qu'on vit au Congo aujourd'hui. C'est que l'armée est infiltrée. Ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. C'est les gens qui ont acclamé Kabila Père en 1996 quand il venait avec ses militaires en bottes en plastique. C'est ça le vrai problème. Bien, enfin, c'est bien, vous avez décrit, vous avez parlé, la genèse du problème, ses conséquences. Il faut une solution, puisque la diaspora doit être la solution au problème de son pays. Nous voyons que le pays Congo est en train d'être enfoncé et du côté de la diaspora et du côté du gouvernement. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on en sorte? Parce que la diaspora dit, pour sortir de ces cancans, il faudrait par tous les moyens changer la tête du pays d'abord. Il faut que le président qui est là, qu'on reconnaît qu'il est en train de vendre le pays, qu'il quitte d'abord. Et c'est seulement après qu'on va se mettre ensemble comme Congolais et trouver une solution et mettre la machine sous les rails et avancer. Et vous semblez ne pas être de cet avis-là. Effectivement, je ne suis pas de cet avis. Ce n'est pas changer le président de la République que ça va changer les choses. Ça, c'est totalement faux. De toutes les façons, moi, personnellement, je trouve que c'est une façon de rêver. Moi, personnellement, je trouve que c'est une façon de rêver. Mobutu était là pendant 32 ans.
qu'est-ce que Mobutu a fait de bien pour le Congo? Absolument rien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Absolument rien. La plupart des gens, on s'est retrouvés en Occident ici. Dans la majorité des cas, c'est à cause de Mobutu. Ce qui veut dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'intégrité territoriale. Ce n'est pas Kabila qui nous intéresse, ce n'est pas son pays, c'est un pays à nous tous. Ah, que faut-il faire? La première chose, je crois qu'on doit essayer de regarder les choses autrement. Regarder les choses autrement, c'est quoi? On doit d'abord se réunir en tant que Congolais. Vous savez, il y a une réalité. Dire que Kabila doit partir, qu'il est étranger, que c'est ça le problème, ça, c'est pas vrai. Parce que vous devez savoir une chose, qu'on le veuille ou pas, le fait d'avoir été président de la République, même pendant 2 heures, je crois que vous serez d'accord avec moi que Kabila a eu accès à tous les secrets d'État de ce pays-là. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas en disant que Kabila parte aujourd'hui que ça va résoudre le problème du Congolais. Je ne pense pas. Je crois que la première chose, nous devons regarder les choses autrement. Regarder les choses autrement, c'est quoi? Kabila est là, il est président de la République. Chacun a un point de vue. Il a triché, il n'a pas triché, selon sa tendance. De toutes les façons, je ne vais pas embarquer dans ce jeu-là. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Alors, ce qu'il faut faire, je crois qu'on doit se mobiliser pour essayer d'aider le Congo à sortir de cette misère-là. C'est comme je le disais tantôt, on doit essayer de constituer un lobby. Les gens qui sont en Occident doivent essayer de continuer à faire la pression sur les gouvernements de leurs pays respectifs où ils sont, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, qu'on essaie de s'organiser en vrai lobbyiste. En vrai lobbyiste, je dis bien en vrai lobbyiste, pour essayer effectivement d'influencer ce qui se passe au Congo. Parce que la réalité, c'est que nous savons qu'il n'y a pas une armée forte. Alors la seule façon, c'est d'essayer de faire une pression internationale sur le Rwanda. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura obtenu cela, qu'on aura obtenu que le Rwanda se retire du Congo, le M23, c'est une fabrication du Rwanda. Et à partir du moment que ce M23 va se retirer, et que la diaspora comprenne que par le développement, qu'on essaie de trouver un mécanisme. Si on veut changer les choses, il y a tellement plein de choses. Il y a plus de 470 partis politiques au Congo. Alors, moi, je crois que si la diaspora veut aider quelque chose, les gens qui se disent de l'opposition, ou ceux qui se disent du pouvoir, qui sont de la diaspora, je crois que la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? Qu'on essaie de se rassembler, qu'on diminue un peu s'il y a moyen d'arriver à réduire le nombre de partis politiques. Parce qu'une fois qu'on a très peu de partis politiques, ça va nous permettre à faire de bons choix. Et ces choix-là, il va être facile, ça va essayer de diminuer la tricherie. Donc nous avons le devoir à faire en tant que diaspora, c'est de constituer un lobby fort dans nos pays respectifs, parce que chez nous, on ne peut pas espérer que l'armée fasse quelque chose. Dans l'entretemps, on peut continuer à demander aux partis politiques qui sont chez nous de faire pression sur le gouvernement, que le gouvernement essaye à donner à manger, essaye à entretenir les militaires qui vont à la guerre. Mais dans l'entretemps, la diaspora continue à faire pression sur le gouvernement pour qu'on fasse pression sur le Rwanda. Bien. Donc on vende la situation du Congo à l'extérieur. Ok. Alors là, nous espérons que c'est une piste, bien entendu, qui n'est pas négligée. Nous avançons lentement vers la fin de l'émission, mais parlons un peu de l'actualité encore, c'est-à-dire la francophonie. Aujourd'hui, il y a une information qui tombe sur la presse que François Hollande, c'est lui-même que la diaspora cherchait à taper sur la tête de ne pas aller au Congo pour ne pas légitimer le gouvernement en place issu du style de la tricherie des élections de 2011, de ne pas y aller. Aujourd'hui, il semble donner son point de vue qu'il sera à Kinshasa au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, ce n'est pas une surprise. De toutes les façons, François Hollande, il est libre de faire un choix. Aller au Congo, moi personnellement, non, on parle de légitimer. Quand il va là-bas, c'est pour légitimer le gouvernement issu de la tricherie. C'était de quoi les gens parlent? Vous savez, c'est parce qu'on parle de François Hollande. On croit que la France est plus importante que le reste des pays. Le président du Congo a été reçu. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas plaint que le président du Congo soit reçu par les membres de la SADC? C'est aussi une organisation. De l'OUA aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas plaint qu'il soit reçu dans les bureaux de l'OUA, comme vous le dites?
Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire, on est en train de croire que s'il n'est pas reçu par François Hollande, s'il n'est pas reçu par Obama, ça veut dire que ça a un grand impact. Et puis, n'oublions pas une chose. Quand on fait de la politique, on doit jouer aussi la prudence. Il y a des intérêts économiques. Il n'y a aucun président au monde, aucun. À moins peut-être les présidents africains, mais les présidents des pays occidentaux que je connais, il n'y en a aucun qui peut privilégier les intérêts du Congo au profit des intérêts de son propre pays. Ça, c'est seulement les dirigeants africains. Et pratiquement, c'est un peu ça l'image qu'on veut donner. On demande à Hollande de ne pas aller au Congo. Mais ça ne change absolument rien. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est la francophonie. Est-ce qu'on peut parler d'un échec de la machine de la diaspora? Parce que la diaspora a tout fait pour les persuader de ne pas y aller. Moi, je ne vois pas que c'est un échec de la diaspora, d'autant plus que la réalité dans ça, c'est quoi? C'est que quand on parle de la francophonie, on parle de la culture, de la langue française aussi. Ils se mettent ensemble pour le développement de ces pays. Oui, mais la priorité, c'est la langue française qu'on essaie à maintenir dans le monde. C'est ça la priorité. Ce qui fait que c'est tout à fait évident qu'un président français qui veut protéger sa langue, parce qu'on sent que le français est menacé à travers le monde. Et je crois qu'il avait tout intérêt à aller à cette assemblée-là. C'est comme nous aussi, on pouvait se dire, pourquoi on ne parle pas, par exemple, je ne sais pas moi, de la lingalaphonie ou chilubalaphonie, quelque chose dans ce sens-là. De toutes les façons, moi, je ne pense pas que c'est un échec de la diaspora. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant. C'est tout à fait normal dans la logique de vouloir protéger la langue française. Ok, alors, parlons toujours de ces développements, ou bien la contribution de la diaspora au développement du Congo, en particulier, pour ne pas parler de l'Afrique. Est-ce que ce qui s'est fait, puisqu'on a appris qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont allés là-bas, il y a beaucoup de taxis, il y en a qui sont allés, là il faut l'avouer, qui ont ouvert des boutiques et consorts. Croyez-vous que cela est suffisant à ce stade ou bien il faudrait faire mieux que ça? Je pense qu'il faudrait faire mieux que ça. Moi, je n'ai pas été au Congo, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai vu récemment à Bruxelles, la semaine passée. J'étais à Bruxelles, j'ai entendu, dans une réunion que j'ai assistée, c'est une réunion, on commémorait la mémoire des sinistrés du Katanga avec les événements de Kyungu. Alors, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup apprécié. C'est que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que ces gens, ils se réunissent, ils ont acheté des panneaux solaires qu'ils devraient envoyer au Kasaï. Et je crois qu'avec ce qu'on connaît du Congo en matière de courant, ces gens qui se sont réunis, qui ont acheté des panneaux solaires, évidemment, ils sont butés à un problème administratif de dédouanement à Kasumbalé, c'est quelque chose dans ce sens-là. Mais l'acte que ces gens-là ont posé, c'est vraiment une communauté. Ils ont acheté ces choses-là qu'on veut envoyer au Kasaï. Et je crois que le panneau solaire, on voit déjà du courant. C'est déjà une solution. C'est un sens de développement. Et je crois que si beaucoup de gens peuvent imiter, peuvent se constituer en groupe et poser des actes de ce genre-là, ça va contribuer. Parce qu'on ne peut pas attendre que Kabila parte pour qu'on apporte notre pierre de développement au Congo. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est comme quand on est sur un ring de boxe. Ce n'est pas quand je donne un coup à mon adversaire, ça veut dire que mon adversaire ne peut pas me donner un coup. Ça, c'est pas vrai. C'est comme quand on est à la guerre. Quand on tire les balles, l'adversaire ne veut pas te regarder, tire sur moi. Si l'opposition veut prendre le pouvoir veut le conserver. Malheureusement, c'est ça que ça veut dire. Mais nous, est-ce que quel acte politique que nous posons? C'est d'essayer, on doit faire une stratégie politique, mais socialement, qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme je l'ai dit tantôt, plus on est fort financièrement, plus on détient le pouvoir. C'est l'économie qui détient le pouvoir. C'est ça. Alors, avant de clore cette émission, essaie un peu d'être concret dans nos suggestions. La diaspora doit passer par les lobbying. La diaspora doit investir, avoir le moyen qu'il faudrait pour le développement du Congo afin qu'il puisse avoir un mot pour gérer ce pays-là. Est-ce que vous pensez sincèrement que la diaspora qui a joué beaucoup
avant les élections, pendant les élections, a pu faire le nécessaire, car les résultats qu'on a eus après les élections de 2011 semblent ne pas être en faveur de la diaspora. Est-ce que vous croyez qu'ils ont fait l'effort comme il fallait le faire, ou bien il y a eu une erreur quelque part qu'il faudrait corriger pour que en 2016 ça ne se répète pas? Oui, effectivement, je crois qu'il y a eu une erreur quelque part. L'erreur quelque part, c'est où la diaspora a pensé aux élections au moment des élections. Mais les élections se préparent. La victoire se prépare. Quand vous avez une équipe, prenons comme au Congo on aime le football, le soccer comme on dit chez nous ici, les gens qui jouent au soccer, si tu veux une équipe gagnante, tu dois essayer de trouver des bons éléments. Et ces bons éléments, tu dois les préparer, il y a des entraînements. C'est la même chose avec nous en politique. En politique, quand vous voulez gagner, d'abord on doit se fixer des objectifs. C'était quoi l'objectif de l'opposition? Changer. Nous avons un parlement de 500 députés. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, non, nous allons chasser tout le monde, nous on va venir. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en apprentissage de la démocratie. Quand on est en apprentissage de la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir a les capacités pour tricher. Ça, c'est la réalité qu'on doit essayer de comprendre. Donc, on doit se fixer des objectifs. Les objectifs que nous avons, comme opposition, nous devons avoir, mettons, 300 députés. Ou nous devons avoir 200 députés. À défaut, si on n'arrive pas à avoir la présidence de la République. Parce que le problème, c'est d'essayer d'amener un changement à partir de l'intérieur. C'est ça le plus important. On doit commencer par se fixer des objectifs. Et ces élections-là, le fait qu'on n'est pas au pouvoir, qu'on est de l'opposition, c'est-à-dire qu'on a le temps de les préparer. C'est là que j'ai dit avant, en début, quand on parlait, on pouvait se constituer en petits groupes. Petits groupes là au Kasaï, je ne sais pas, les gens qui peuvent être à Monédit, ils font des petits groupes communautaires. Et qu'il y a des animateurs de ces groupes communautaires pour le développement. C'est une façon, on est en train déjà de faire campagne 5 ans avant les prochaines élections. Donc s'il faut préparer les élections de 2016, il faut commencer aujourd'hui. Ça c'est une chose. Et ce que la diaspora doit faire, ou l'opposition en général, parce que les politiciens au Congo, ça c'est la question que je me pose, avons-nous des politiciens au vrai sens du mot? Moi je dirais non. Malheureusement, on n'en a pas. Que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit ceux du pouvoir. Tous ces gens-là, ils vivent juste par le principe de « ôte-toi de là que je m'y mette ». Parce que quand on regarde la façon dont ces gens-là sont en train de tourner, c'est presque les mêmes gens, avec la même mentalité, la même façon de regarder les choses. Ces gens-là, ils veulent le moi. Donc c'est seulement moi. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'intérêt communautaire qui prime, mais c'est l'intérêt d'un individu. Alors tu vas te rendre compte que quand tu regardes les partis politiques, ils fonctionnent comme les églises fonctionnent comme les partis politiques. Donc ça veut dire que... donc on croit à des individus, au lieu de croire à une institution, au lieu de croire à ce que vous avez établi comme règles de jeu. On bafoue les règles en autant que l'individu est là. Au Congo, là, demandez à un président d'un parti politique, de non, non, écoute, notre parti ne fonctionne pas, mets-toi de côté, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Là, c'est sa femme qui va venir de la cuisine, essayer de s'embarquer là-dedans. Demandez à un parti politique, non, écoutez, on est tellement nombreux, nous avons presque la même idéologie avec le parti X. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'associer avec le parti X, devenir un seul parti? Pour le bien-être de nos populations. Ces gens-là vous diront non, 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 nous on ne peut pas le faire. Qu'il est corrompu, tu vas amener les membres. Donc moi je crois que le problème est là, nous avons quelque chose à faire. S'il faut voir les élections de 2016, pendant que les gens peuvent continuer leur combat, on doit commencer à les préparer aujourd'hui, mettre des stratégies en place, se fixer des objectifs. Et en 2016, après les élections, on fait une analyse de ce qu'on s'est fixé comme objectif, où est-ce qu'il y avait des erreurs, et on va continuer à améliorer. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir le pouvoir. Ok, Monsieur Antoine Kapila, très content de vous avoir reçu parmi nous. C'est pratiquement la fin de cette émission. Un mot de la fin pour ceux-là qui vous suivent à travers le monde sur la voie de la démocratie congolaise. Merci beaucoup. Le seul mot de la fin que j'ai, je voudrais plus m'adresser à la diaspora congolaise, en particulier, c'est et aux politiciens congolais. À la diaspora, ce que je dirais, c'est qu'on essaie de comprendre que la seule terre que Dieu nous a donnée, c'est le Congo. Évitons de régler les problèmes du Congo avec empressement, parce qu'on est passionné. Essayons de nous asseoir, de faire un plan de match, de nous fixer des objectifs clairs
et travailler en fonction de ces objectifs clairs. Et aux politiciens congolais, ce que je leur dirais, c'est d'être au service de la nation et non au service de leurs intérêts privés, tel que le cas se joue. Bien, alors soyons tous au rendez-vous, soyons tous patriotes, travaillons pour le Congo, cessons d'être de l'opposition ou bien du pouvoir en ce qui concerne les développements, car les hommes passent et les institutions restent. C'est pratiquement la fin de cette émission. Merci beaucoup, M. Antoine Kapila. Bon séjour ici à New York. Et tout ce qu'il nous reste à dire, merci et à la prochaine sur la voie de la démocratie congolaise avec votre ami de tout le temps, John Kayembe, depuis New York City. Bye bye.